Bonjour, je suis Christophe Pat, fondateur du média myrhline.com, dédié au monde des ressources humaines. Bienvenue dans T'as raté le coche, le podcast qui décrypte l'actualité et les tendances du nouveau monde du travail. La question de cet épisode est: que se passe-t-il quand un influenceur vous vend un job et du rêve? Pas facile en fait de vendre un job. Il se passe quoi derrière? Pour répondre à cette question, j'ai invité Tonton Karim, influenceur RH, et Rassam Yagmaï, groupe talent de stratégie chez Iliad. Venez, on va leur poser la question. Bonjour Karim. Salut. Bonjour Rassam. Salut Christophe. Première question naturelle, pourquoi faire appel à un influenceur dans le cadre du recrutement, Rassam? Écoute, je pense que c'est une pratique qu'on voit de plus en plus. Dans le recrutement de manière générale et dans les pratiques RH, on s'inspire depuis quelques années sur toutes les pratiques du marketing, liées au marketing, de l'hyper-personnalisation, de l'expérience et le parcours client. Et j'ai l'impression que depuis quelques années, on arrive aussi sur la communication, la marque employeur, sur des sujets d'influenceurs. Et pourquoi ils le font? Je pense que pour des raisons très simples, d'authenticité, parler à des audiences différentes et puis pouvoir communiquer différemment de ce qu'ils ont tendance à pouvoir et vouloir faire. C'est quoi un influenceur? C'est quelqu'un de sympa. C'est toi. C'est Karim. ma propre personne, Sam. Qu'est-ce que c'est qu'un influenceur? C'est quelqu'un qui a déjà, qui a une belle communauté, je pense, qui a su développer une communauté à qui il arrive à parler, à qui il arrive à transmettre aussi des choses. C'est quelqu'un normalement qui est censé être assez authentique, qui a réussi à créer un lien en fait. Est-ce que c'est quelqu'un qui a une expertise au départ dans le domaine, ou pas forcément? Je pense que pas forcément, moi, je pars d'un truc où, en gros, mon domaine, c'était les RH, et où j'ai jamais cherché à être influenceur plus que ça. Moi, je cherchais à communiquer, parce que j'adorais communiquer sur ce que je faisais, et j'ai développé une communauté. Donc, c'est un peu genre influenceur après d'être parti, de la partie RH, tu vois. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi, même si, il y a les exemples des influenceurs aujourd'hui, des talents, comme on les appelle sur TikTok, il y en a pas mal qui s'associent juste à une marque sans rien y connaître. Je pense que dans le monde de l'entreprise, et notamment moi, ma vision, c'est j'ai toujours voulu apporter d'abord une crédibilité, une légitimité opérationnelle sur un sujet, et ensuite, parce que je communique différemment dessus, on va m'associer à quelque chose plus de l'ordre du monde de la communication. Donc moi, j'aime bien qu'il y ait un fond, mais je pense que c'est clairement pas obligatoire, quoi. Vous avez bossé ensemble tous les deux? Non. On n'a pas fait de campagne. Dans ce sens-là, on n'a jamais bossé ensemble dans la même boîte. On n'a jamais vraiment collaboré. Il y a un petit sujet en ce moment. Oui. Peut-être qu'on Mais en on parlera n'en dit tout à pas l'heure. plus, c'est secret pour l'instant. Mais notre première rencontre s'est fait justement où moi j'avais un format avec Recruiters in the House où on a interviewé Karim sur sa boîte et ses expériences sur un format un peu marrant. Mais on n'a jamais collaboré ensemble. Ouais. Et quand tu vas chercher un influenceur comme Karim, par exemple, ça serait quoi l'objectif? On va pas se mentir, nous, quand on a pensé à ça, un des premiers sujets, c'est que il était top voice LinkedIn. Donc on s'est dit, clairement, il a une visibilité. Et en plus, et on y viendra peut-être, nous, on s'est posé les mêmes questions que n'importe quel prospect ou client se poserait sur est-ce qu'on est en phase avec sa façon de communiquer. Il se fait que c'est quelqu'un qui casse aussi les codes, un peu comme nous, on voulait faire, que ce soit vestimentairement parlant, dans la façon dont il s'approprie les sujets, la casquette à l'envers. Et du coup, voilà, il y a eu un match, je pense déjà, à ce niveau-là, sur le contenu, le fond et la forme. Mais pour aller chercher une cible en particulier? Nous, notre cible était RH, recruteur, et lui, il avait une offre qui parlait pas mal sur le recrutement, notamment des jeunes étudiants et des alternants, donc ouais, il y avait quand même un lien. Bon, et cette démarche d'influenceur, c'est crédible dans le monde du recrutement? Écoute, de plus en plus en vrai, de plus en plus, mais parce que je pense que, en fait, le premier truc auquel les gens pensent, on a pensé à l'influenceur TikTok, à l'influenceur, sur Snapchat, au placement de produits. Un truc qui du coup forcément n'est pas très valorisant, mais aujourd'hui, sur LinkedIn, tu vois de plus en plus de personnes prendre la parole justement, qui ont réussi à développer des grosses communautés, et du coup aujourd'hui sur le recrutement, je trouve que c'est grave crédible. Après, ça dépend des valeurs de chacun, de la manière de communiquer de chaque influenceur, mais ouais, ça marche de ouf. Ouais, je pense que statistiquement, si tu prends l'ensemble du marché français, c'est encore quelque chose d'assez nouveau et beaucoup vont effectivement faire le lien influenceur, qu'est-ce qu'il va nous vendre, quelque chose d'assez superficiel ou en tout cas de très communicant, mais pas plus. Là où, en fait, moi, je fais vraiment le parallèle sur cette continuité de l'expérience qu'attend un marché
collaborateur ou un marché candidat quand il s'agit RH, d'envie d'avoir des gens qui te parlent vrai, qui te ressemblent, qui cassent un peu ces codes. Alors, je suis d'accord avec toi sur le paraître. Ouais. Je vois tout à fait ça comme tu viens de le décrire. Maintenant, le bullshit qui va avec. Parce qu'en fait, je vais jamais bosser avec Karim dans mon bureau. Je vais bosser avec des mecs qui sont sûrement là depuis 10 ans, qui sont un peu chiants, d'autres qui vont être sympas, mais je ne bosserai pas avec lui, en fait. Donc, comment c'est crédible par rapport à ça? Ouais, mais je pense qu'un des sujets, c'est ça. Alors, tu vois, les boîtes avec lesquelles moi j'essaie de bosser, il y a toujours un peu ce parallèle de... De toute façon, je leur dis, les gars, ça sert à rien qu'on se fasse une campagne vidéo hyper stylée, on se tutoie, on se fait des blagues, et puis à la fin, tes candidats, ils vont arriver en entretien, vous allez vous voyez, l'ambiance, ça va être éclatée, enfin, tu vois. Donc, au final, le tri se fait assez vite, et les boîtes sont assez intelligentes pour ne pas commander en vrai de campagnes qui sont à l'opposé total de ce qu'eux, ils font en interne. Ça ne servira à rien, de toute façon. Je suis d'accord, en sachant que j'apporte 2 nuances, c'est que tu peux prendre une voie différente. Alors, désolé, ce ne sera pas pour bosser avec Karim spécifiquement, mais moi, j'œuvre pas mal, parce que je suis beaucoup en interne, c'est que les entreprises créent leur propre influenceurs ou ambassadeurs ou personnes qui prennent la parole en interne. Et en fait, on peut très bien déjà vouloir le faire en interne en s'inspirant et peut-être pour lancer la machine avec une première collaboration avec l'externe. Et le deuxième point, c'est que un peu à l'instar des sujets de diversité dans le recrutement, d'ouvrir les chakras, la façon dont on recrute, en bossant avec... Nous, on a fait une campagne de talent TikTok purement marque chez Free. On a pris pas mal d'influenceurs très différents où chacun avait leur propre style. Et au final, c'est un peu la loterie quelque part, mais tu prends le pari de te dire que dans une boîte de 10, 15, 20 000 personnes, fort à parier que si ces personnes-là parlent à l'ensemble de la population, ils vont quand même parler à une certaine catégorie de ta boîte. Et même si ce n'est pas le cas, en fait, tu découvres juste une autre façon de porter ton message. Parce que même si tu vous vois tout le monde dans toutes tes campagnes marque employeur, tu es une banque super rigide, fort à parier qu'en interne, il y a des gens qui se tutoient et qui vont quand même se retrouver. Tu vois. Fort à parier. Fort à parier, je pense que c'est un... Ouais, je pense également. C'est peut-être un format de podcast. Oui, fort à parier. Je pense. Est-ce que tu as eu des retours? Est-ce que tu as eu des retours à l'inverse de gens qui t'ont dit t'es mignon, t'as été joué à Mario Kart? Je prends un exemple bidon. Voilà, au hasard. Et en fait, moi, le mec avec qui t'as été joué à Mario Kart, ça fait 10 ans que je suis dans la boîte, il m'a jamais adressé la parole. 2, ce que tu décris n'est pas la réalité de ce qu'on vit. Je pense que ce que je dis, je suis pas très loin de la réalité. Est-ce que les mecs le font en se disant de toute façon, on n'y arrive pas, Karim, il va nous ramener un vivier de candidats, et coûte que coûte, on y va, on s'en fout? Je pense pas que tu puisses me dire que c'est totalement faux ce que je suis en train de te dire. Ce que tu dis, toi, tu me dis, ouais, de toute façon, en gros, à partir du moment où je suis intervenu, il va falloir qu'ils assument. Ça, je l'entends. Oui. Et ça sera un déclencheur. Oui. Mais... Oui, alors très honnêtement, regarde, je peux citer des noms de campagnes, de choses que j'ai faites, ouais. Par exemple, si je te prends un BNP Paribas... Non, mais par exemple, j'ai fait une grosse campagne avec BNP Paribas qui a vraiment été très, 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 très vue. Tu vois, on approchait des 350 000 vues sur LinkedIn. Et sur ces 350 000 vues, je me suis dit, au bout d'un moment, il y a tellement de commentaires, c'est obligé, il va y en avoir un, deux. Et ouais, il y en a eu un, deux, tu vois, mais à la marge, très, très peu. Alors, je crois que je te l'avais déjà dit, mais moi, par exemple, je refuse de supprimer un commentaire. Je ne supprime aucun commentaire. Si quelqu'un vient, du coup, et écrit et dit ce qu'il a à dire, je le laisse. La marque, du coup, doit modérer. Elle doit répondre. Elle fait le choix ou de répondre ou pas de répondre. Mais moi, je fais le choix de ne supprimer aucun commentaire. Là, ça m'est arrivé avec Decathlon, tu vois. La marque, elle est tellement canon. J'adore ce qu'ils font en termes de marque employeur et tout. C'est ouf. Mais il y a eu un commentaire de quelqu'un qui était pas content, tu vois. Et qui m'a dit, ouais, mais en interne... Et je pense qu'en fait, il y aura toujours ça. Tu auras toujours quelqu'un qui, à la marge, te dira, non, moi, c'est pas ce que j'ai vécu. Tu vois, Karim, sur ce que toi, tu racontes, c'est très cool. La culture est peut-être sympa, les valeurs sont sympas. Mais moi, ce que moi, j'ai vécu, c'est totalement l'opposé. Mais au final, c'est assez à la marge, tu vois. Et du coup, c'est intéressant parce que ça oblige l'entreprise à anticiper ses comportements. À être irréprochable, tu vois... Après, être irréprochable, on va pas se leurrer, personne n'est irréprochable, ça n'existe pas une entreprise irréprochable. Mais au moins faire l'effort. Plus ou moins quand même aligné avec ce qu'on raconte. Exactement. Et être capable de dire, ok, on entend, pour toi ça s'est mal passé, parce que j'imagine qu'ils le voient, l'information leur monte, et ils n'ont pas d'autre choix que de la traiter. Exactement.
Je pense que c'est des marques qui ont l'habitude, de toute façon, les mécanismes d'anticipation d'un bad buzz ou de vouloir anticiper les commentaires des abonnés, des clients insatisfaits. Ça, je le vis chez Free, je le vois à partir du moment où une marque s'expose et laisse une tribune pour les gens. Donc, tu auras toujours des gens qui vont parler du fait qu'ils n'ont pas Internet, ils n'ont pas ci, ils ne sont pas contents de ça. Donc, c'est peut-être une marge non représentative de l'ensemble. Mais effectivement, je conseille à la plupart de ceux qui vont là-dedans sur les sujets RH et recrutement, parce que là-dessus, ça peut être quand même assez factuel, quoi. Autant on peut dire, on a un opérateur, il y a 22 millions et demi qui sont satisfaits, il y en a 500 000 qui peut-être à un instant T ne le sont pas sur ce sujet. En RH, il faut au moins, d'un point de vue leadership, je trouve, dire, OK, on n'est pas encore là où on veut, mais en tout cas, la direction, c'est cette direction, on est là-dessus, on est aligné et on veut promouvoir cette direction et on commence peut-être par la com versus le contenu, mais il faut faire les deux à un moment en parallèle. Ouais. On va parler du scandale de chez Free maintenant. Tadam! On t'écoute. Qu'est-ce que ça coûte une campagne? Beaucoup d'oseille. Beaucoup d'oseille. Surtout avec toi. Hein. Ah, Racine. Mais il y a des promos en ce moment chez Karim, je crois qu'il faut. Moins 50%, c'est. Non, le démarrage, le démarrage pour du sponsor, on va dire qu'à 1000, on peut commencer à faire un petit quelque chose. Et j'ai des campagnes qui montent à 25 000, 30 000, 40 000, enfin tu vois. Avec de la prod. Avec de la vidéo, avec de la photo, avec beaucoup de posts derrière, avec peut-être du live, enfin il peut y avoir plein de trucs. Mais l'influence aujourd'hui, ça peut être extrêmement large. Enfin tu vois, t'as plein de supports possibles, t'as plein de réseaux sociaux qui sont possibles en fonction de tes cibles. Est-ce que tu cibles plutôt de la tech? Est-ce que tu cibles plutôt des métiers, je sais pas moi, des métiers plus terrain, opérationnels? Enfin tout est possible. Toi, c'est quoi ta cible? En général, ta communauté, c'est une tranche d'âge, c'est quoi? En fait, tu sais, moi, tu sais, j'étais très étiqueté étudiant. Ouais. Parce que c'est normal, je fais plein de trucs en école et tout, sauf que comme ça fait des années que je fais ça, du coup, mes étudiants d'il y a 7 ans sont plus étudiants, ils sont sur le marché aujourd'hui, tu vois. Donc, évidemment, je garde ce truc d'étudiant, parce que je bosse avec une quarantaine d'écoles aujourd'hui, de commerce, d'ingé, d'université, organismes de formation. Donc c'est assez jeune au final, mais il y a un truc qui me touche beaucoup, moi, c'est la reconversion, parce que moi j'ai changé de métier, moi je viens du milieu des cabinets d'avocats et j'ai atterri dans le milieu du recrutement complètement par hasard, et du coup c'est une population qui me touche, donc j'essaie toujours de garder ce pied-là. Du coup j'ai plein aussi d'adultes qui ont changé de métier et qui font partie de ma cible. Comment tu mesures l'influence en termes de résultats quand tu es recruteur? Parce que tu n'as pas de KPI comme, je veux dire, voilà, quand tu utilises un job board, tu as ton ATS, tu as tes KPI, tu sais à peu près ce que ça t'a ramené. C'est vrai que les KPI ou les ROI sur n'importe quelle campagne de communication liée au recrutement, c'est un peu un cauchemar pour toute équipe marque employeur qui doit justifier d'un budget sur combien de recrutements au final on a fait, combien de clics convertis, etc. Donc, c'est toujours très difficile de s'engager, je trouve, en fait. Et toi, t'es mieux placé que moi pour le dire, mais je trouve quand même qu'aujourd'hui, en fait, si on prend le funnel à tous les niveaux, donc l'exposition, la conversion, jusqu'à le call to action, peu importe si c'est un recrutement, de vendre quelque chose, tu peux quand même avoir des idées, peut-être pas t'engager, et je pense que toi tu t'engages pas sur un volume, mais tu donnes une estimation de ce que d'habitude la data te montre dans le passé, et tu donnes une idée de qu'est-ce qui est un bon score potentiellement aujourd'hui, en ce moment, et c'est tellement fluctuant, l'algorithme change tout le temps, etc. Donc tu peux pas dire 100 cas d'impression, c'est bien ou pas bien. Tu pourrais imaginer avoir un process avec, j'en sais rien, un site carrière spécifique, des UTM pour traquer les campagnes, et voir potentiellement le nombre de CV que tu as pu générer. Tu as des clients qui te demandent justement à la fin, faut qu'on ait recruté une personne. Non, mais parce que c'est ce que ça dit, c'est que en vrai c'est impossible. Tu vois. Moi je peux jamais m'engager, frère, et dire attends, c'est un peu, comme tu as dit, moi souvent je dis sur tel type de campagne, je suis souvent à 100K. Voilà, je suis à 100K de visibilité, c'est ce à quoi tu dois t'attendre. Tu as des KPI comme tu dis où tu peux mettre un lien traqué vers un ATS, vers une page, une landing page ou ce que tu veux. Mais je pense qu'il faut un peu sortir de ce côté. Alors évidemment, il faut des chiffres. Tu as dépensé de l'oseille, tu veux effectivement du chiffre, mais c'est très compliqué à quantifier tel quel. Moi, par exemple, vraiment, je ne m'engage jamais sur des chiffres tels quels, c'est pas possible. Et surtout, je pense notamment sur des sujets comme tes contenus, les nôtres, enfin un contenu qui se veut un peu décalé ou cash ou un peu différent. Déjà, il y a un côté un peu émotionnel, entre guillemets, que tu peux pas trop estimer, mais tu dis attention, là,
toute façon, il va y avoir une réaction de votre audience cible parce que vous allez faire quelque chose de différent d'avant. Et c'est une super opportunité. Alors là, je reprends ma casquette interne tout le temps, de dire que rien ne peut se faire en un coup. C'est pas, même si tu prends 5 campagnes avec tonton Karim, dans l'absolu, si toi-même, t'es pas consistant et régulier sur de la production de contenu, d'un programme d'ambassadeur interne, c'est la convergence de plein de petites choses qui vont créer un résultat final. Ouais. Et beaucoup pour être... Moi, je suis très copain avec, avec LinkedIn, tu vois, par exemple. Comme il disait, l'algo change, mais H24. Il y a allez, 5-6 mois, je pouvais faire du 150 000 vues, tu vois, sur une vidéo. Aujourd'hui, non. Parce qu'en fait, la vidéo, elle va pas se propager de la même manière. Par contre, quand je fais une campagne photo, bah ça marche de ouf. Alors qu'il y a 9 mois en arrière, tu vois, les campagnes photos c'était cool, mais c'était pas waouh. Et il y a 1 an en arrière, c'était les carousels. Enfin, tu vois, ça change tout le temps. T'en fais pas mal de photos là. C'est lié au business. Hein ? Ouais. Les photos, ouais, de ouf. L'algo est lié au business. Ah bah oui aussi. Écoute, YouTube appartient pas à Microsoft. Donc. Question, Karim, quand une boîte t'appelle, qui est-ce qui t'appelle ? C'est le marketing, c'est le RH ? Qui est-ce qui prend contact avec toi et qui te connaît en fait ? il y a les deux. T'as des DRH qui me contactent et qui me disent, bon, on a vu telle campagne, c'est canon de ouf. Nous, il faut que là, tu vois, on vient d'avoir une levée de fonds, on va recruter de ouf sur tel type de métier. Donc, du coup, c'est eux qui me contactent. Deuxième possibilité, c'est effectivement la direction marketing qui me dit, voilà, j'ai vu telle campagne, c'était canon, on a envie de redonner une nouvelle image, on a envie de parler de tel truc qu'on fait trop bien en interne, on a envie d'une nouvelle manière d'en parler. Donc, en fait, c'est ou RH, ou market, ou parfois les deux, mais ça dépend. Vincent, t'allais dire... Non, j'étais curieux d'avoir sa réponse parce que c'est vrai que c'est une question on peut légitimement se poser, c'est qui sont les décideurs sur ce genre de format, parce que c'est nouveau, autant des campagnes marques, ça c'était souvent la direction générale, la direction de la com qui était à l'initiative. Je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, les équipes, d'ailleurs, recrutement, parce qu'ils font état d'une difficulté d'attirer, de convertir, le message passe à un niveau un peu RH et dans une direction, une boîte plutôt saine où la direction RH a la place à la table, va soumettre cette idée en partenariat avec la com. Parfois aussi, j'ai des DG. Et quand tu fais une campagne... Contractuellement, il y a quoi dans le contrat ? Qu'est-ce qu'il y a comme engagement ? Non, mais hormis l'oseille, je pense à un truc où tu fais un truc, ça fait un bad buzz. Exemple. Un influenceur fait une campagne, ça fait le bad buzz, l'entreprise se retrouve piégée, tu vois, ça a l'effet totalement inverse. Donc je me dis, mais c'est quoi un bon contrat ? Comment sont écrits les contrats ? Comment l'entreprise est préservée de ça ? Est-ce que même si tu vas me dire non, mais moi j'ai ma liberté de parole, quand même l'entreprise elle raque. À un moment donné, est-ce que si elle dit un truc, elle a le droit de te dire non, Karim, ça je préfère que tu le dises pas, ou pas comme ça. Okay, tu vois ce que je veux dire ? Comment on... Tu vois, au début, quand moi je commence ça, j'ai pas de recul. Donc comme j'ai pas de recul, moi je me lance un peu, mais tu sais, par hasard. On me dit ouais, ce serait cool que tu fasses une vidéo. Donc mon contrat au début, il est un contrat de début, quoi. Donc, et puis je me rends compte que je fais... Les premières erreurs, elles arrivent. Une des premières erreurs, c'est... Je me souviens de la première vidéo, mais quand je te dis, j'ai cru que j'allais crever. Genre, il y a eu 8 allers-retours. J'ai dit plus jamais 8 allers-retours. 8 allers-retours, le temps, l'oseille, l'énergie. Enfin, on peut pas, sur chaque vidéo, avoir 8 allers-retours comme ça. Donc, le contrat qui a suivi, tu vois, j'ai réduit le nombre d'allers-retours. Et puis, il y a une fois, j'ai pas pu raconter comme moi j'avais envie de raconter. Ah ben, j'ai dit, du coup, c'est la dernière fois. Donc, pour toutes les campagnes qu'on suivi, maintenant, c'est une obligation pour mes clients. Quand je fais une campagne, je suis libre de raconter ce que moi j'ai envie de raconter. S'il y a des sujets que eux veulent pas aborder, évidemment, je vais pas raconter un truc que eux veulent pas. Mais je raconte ce que moi je veux et surtout comme moi je veux. C'est pas toi qui décides du ton machin, non. Parce que sinon, tu prends quelqu'un d'autre. Mais si tu prends ton ton Karim, c'est que tu me laisses libre. Parce que imagine, sinon ça n'a aucun sens. J'ai publié un truc où c'est pas moi qui parle réellement, tu vois. Donc maintenant, c'est vraiment mon ton, mon discours. J'écris en fait. Je montre au client, je dis voilà mon script. Est-ce que c'est OK pour toi ? Est-ce qu'il y a des mots peut-être qui ne te vont pas ? Est-ce que si c'est des formulations, c'est non. Si par contre c'est des sujets, il n'y a pas de problème, je peux changer de truc, enfin, tu vois. Mais je veux que ça reste vrai, parce que sinon les gens vont arrêter de me suivre, ça n'a aucun intérêt. Oui, il faut que ce soit ta personne, mais tu te bases sur un script que le client va valider. Quand même, oui. Quand même.
Ok, comment tu vois ça, toi, Horace? J'allais te demander, est-ce que parce que autant effectivement, je pense que la prise de risque elle est mutuelle, et puis on peut pas prédire un bad buzz donc de là à attaquer l'influenceur parce qu'il y a un bad buzz, je sais pas s'il y a eu des jurisprudences, ce serait intéressant, mais je pense que les choses qui se backent souvent, de ce que j'ai pu voir moi, en tout cas des deux côtés de la barrière, c'est le contenu, peut en jouir, qui peut l'utiliser. Est-ce que c'est tonton Karim qui l'utilise sur ses réseaux et parle au nom de l'entreprise? Est-ce que c'est que si c'est une campagne TikTok, est-ce qu'elle peut l'utiliser sur LinkedIn? Et donc là-dessus, je pense que ça se back de plus en plus et ça devient plus sérieux. Toi, t'anticipes aussi ce genre de Bah, déjà, pour les utilisations, oui. C'est-à-dire que je sais que, par exemple, en amont, je sais que je vais l'utiliser en tant que moi et que du coup, la marque va l'utiliser en tant que, tu vois, en tant que partenariat. Sur tel type de page, c'est déjà écrit. Et après, pour les bad buzz, c'est ça le truc de base, bon, bah, on sait un peu. Enfin, tu vois, on n'est pas teubé. Tu sais un peu les sujets où vraiment ça va partir en cacahuète. Donc, par exemple, il y a des sujets où moi, je veux pas aller, tu vois. Comme quoi Exemple? T'es mort. Vas-y, du coup. Non, mais par exemple, l'écologie, tu sais que c'est chaud, quoi. Tu sais, je sais, on sait tous, mais tu vois ce que je veux dire. Tu sais que si tu commences à mettre un yep là-dedans, tu vas te faire tabasser, tu vois. Et puis, comme surtout, je sais que les boîtes avec lesquelles là, je collabore sont pas parfaites, tu vois. Parce que personne n'est parfait, on n'est pas parfait, là, en matière d'écologie. Je veux pas mettre un pied là-dedans. Et il y a pas longtemps, je vous donne un truc, j'ai fait une campagne, c'est pas une vraie campagne, mais j'ai fait la vidéo, voiture. Bah ouais. Ah oui, la Ford machin. La Ford Mustang. Ouais. J'ai dit, si ça n'avait pas été électrique, j'aurais pas fait. En thermique, je l'aurais pas fait. C'était une électrique. Avec tout ce que ça peut comporter aussi ok, mais... Après avoir pris l'avion pour aller à La Réunion. Arrête, c'est ce que j'allais dire. Et oh. Voilà, donc les deux se liguent. Donc, non, mais tu vois ce que je veux dire? Donc, écoute, je fais cette campagne, je dis, c'est quoi, c'est qui, tout double? Le nombre de personnes qui m'a dit, la campagne, elle est canon. Mais j'ai bien vu la Lorich. Parce que les gens n'ont absolument pas liké cette vidéo, ni la commenté. J'ai eu plein de gens qui m'ont dit, putain, la vidéo était canon. Je regarde, je dis, mais t'as pas liké, t'as pas commenté. Alors, tu le fais. Parce que les gens savent. Et j'ai fini par recevoir un message. Ah oui. Et un message, et je me suis dit, tu sais quoi, c'est exactement l'image de ce que tu as dit tout à l'heure. Le mec me dit, écoute Karim, moi je suis pas content parce que tu as fait une vidéo où tu conduis. Alors toi en plus, tu as une aura pour les jeunes et tu conduis et en même temps tu mènes une interview. Bah oui, mais quand je conduis, je parle. Même quand je suis au volant, pour moi tout seul, je parle aussi, tu vois. Et il me dit, je trouve que c'est pas cool. En plus, c'est une voiture de luxe, c'est une grosse berline. Bon, bah, moi j'adore les voitures, j'étais très content de faire cette campagne, mais ça peut pas plaire à tout le monde. Tu vois, ça aurait pu mener à un bad buzz. Bon, ça n'a pas été le cas, tu vois, mais je pense que tu sais, c'est très trop tard, on peut encore le lancer peut-être. Allez voir le lien. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Mais est-ce que c'est parce que t'es pas toi-même, tu te sens peut-être pas assez expert sur le sujet pour aller plus loin en disant mais ouais c'est une thermique hybride, mais en fait ça c'est encore plus truc de ça, alors que sur les sujets RH ils sont pas parfaits non plus. J'imagine BNP c'est pas, tu vois. Oui. Ouais, on l'a cité, Société Générale et, je suis client, et Crédit Agricole. Je peux t'en parler de la BNP. Non, mais tu vois, en plus, moi, je peux t'en parler de voiture. Enfin, pour moi, il n'y a aucune solution. Enfin, de toute façon, c'est une voiture individuelle. Donc, par contre, là, c'est une batterie. C'est un exemple comme un autre. Je suis d'accord avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Je vais t'en donner un autre qui est plus terre à terre RH. Quand je fais des posts sur le handicap, j'ai quasiment pas d'interaction. Ah ouais? Et tu sais pourquoi? Parce que les RH me disent, j'ose pas. Bah, en fait, si j'interagis et que j'ai un salarié qui estime que je suis pas valable pour le faire, on va se faire défoncer. Donc, dès que tu fais un post, de toute façon, diversité en général, bah, t'as moins d'interaction. Parce qu'ils ont peur des RH. Oui, c'est part des RH. Ouais. Parce que moi, à chaque fois que je fais, c'est l'inverse. Oui, moi, j'ai que des RH. Oui, je vois ce que tu veux dire. Tu vois? Mais c'est logique. Ils se disent, oui, on est d'accord. Ils me disent, on est d'accord avec ce que tu écris. Mais est-ce que je peux me permettre de... Bah, c'est dangereux de venir interagir. C'est le même délire, en fait, que ton histoire de voiture et d'écologie. Mais je pense que c'est le sens de l'histoire où de plus en plus ces sujets demeurent, c'est de devoir se positionner en tant que dirigeant, entreprise, on est amené à devoir le faire. Je pense que, alors certes, on pourra toujours un tout petit peu esquiver, mais je prends l'exemple, le sujet de la diversité à travers l'égalité des chances, à travers la place des femmes dans le monde de la tech, la représentation des handicapés, et QRTH, etc. Bon. Même le voile par exemple, le voile dans le monde du travail. Non mais le voile dans le monde du travail. Après l'écologie.
Et une fois que, par exemple, une entreprise a voulu, parce que c'est réel dans sa boîte, dire, voilà, nous, le voile n'est pas ce sujet. Tu vois, Ikea l'a fait pas mal, McDo, enfin, j'imagine pas mal de boîtes l'ont fait. Le lendemain, il y a un sujet comme l'abaya à l'école. Certaines personnes s'attendent à ce que tu vois, la communication continue. D'autres vont dire, oula, non, ça sort. Alors évidemment, là, c'est l'école, l'entreprise. Mais de plus en plus, ça va être chaud, je pense. Il faut être prêt à au moins savoir, tu vois, un petit peu avoir de la répartie dessus, parce que ça va faire gros, quoi. Et tu sais, il y a vraiment ce truc de LinkedIn n'est pas Facebook. Ouais. LinkedIn n'est pas Facebook, mais tout le monde a envie de raconter sa life, de plus en plus. D'ailleurs, on le voit, tout le monde raconte sa life. C'est-à-dire que là où il y a 10 ans, sur LinkedIn, tout était très, oulala, c'était très attention, on ne dépasse pas, machin. Maintenant, tu retrouves de plus en plus de posts, comme on l'a dit, engagés. C'est pas une problématique de réseau social, ça c'est dans l'ère du temps post-Covid où les gens ont changé, ont envie de dire ce qu'ils pensent. On est plus là-dedans. Et sur LinkedIn y compris. Alors pour finir, je vais poser la question à Rassam. Comment on rate pas le coche de l'influence RH, toi en tant que RH? Est-ce qu'il faut pas rater le coche de l'influence RH? Je pense qu'il ne faut pas rater, alors je ne dirais pas influence RH parce que déjà tu perds la moitié de ton audience parce que tu as dit influence, mais il ne faut pas rater l'opportunité de continuer à créer du lien avec ton audience cible, qui soit tes collaborateurs dans ton entreprise, tes candidats, comme on avait à un moment donné travaillé sur le sujet du sourcing et l'hyper-personnalisation du sourcing, d'utiliser de la data et de l'automatisation dans les sujets RH. Aujourd'hui, je pense que plus personne va dire est-ce qu'il faut rater ou pas l'hyper-personnalisation, et donc pour moi, c'est clairement pas un débat. Il faut absolument savoir dans son entreprise qui est bon dans cet exercice. S'il n'y a pas assez de valeur, de réciprocité avec nos valeurs marques, il faut les créer pour pouvoir communiquer sur ces sujets et être bon. Et je pense que oui, il faut absolument y aller. N'hésitez pas à DM tonton Karim. C'était le mot de la fin. Allez, bisous. Merci Rassam, merci Karim. Merci à toi. Avec plaisir.